Mesdames et messieurs, les marketeurs qui avaient pris le web d'assaut et qui rêvaient de liberté. Aujourd'hui, pour vous, et rien que pour vous, en lien très étroit avec le site écoledubiz.com. Voici le très flegmatique podcast. Jamel déroule le marketing. Salut, c'est Jamel du site écoledubiz.com. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce quatrième épisode de Jamel déroule le marketing. Alors avant toute chose, je tiens à m'excuser pour cette voix un petit peu nasillarde et les et les éventuels qui vont venir un petit peu joncher cet épisode. Il se trouve que je sors d'une petite semaine de grippe un peu compliquée, mais là je commence à voir le bout du tunnel et donc je viens enregistrer donc ce quatrième épisode ici et maintenant pour vous. Alors récemment je discutais avec un abonné et il m'a fait découvrir un marketeur francophone dont je ne connaissais pas l'existence. En fait je mets pas trop mon nez dans ce qui se fait en francophonie, mais c'est toujours intéressant de découvrir les points de vue des autres personnes. Et donc je découvre ce consultant web et j'écoute une interview qu'il fait sur le web avec une autre personne dans notre thématique consanguine, web marketing. Et à un moment donné, il dit un truc assez interpellant. Il dit « Le copywriting, c'est la science des escrocs. Et le plus important, en fait, c'est l'authenticité que la personne va dégager, qu'elle a au fond d'elle. C'est pas la forme qu'elle va essayer de donner au texte, ni même la structure. » Ok, pas de souci. Chacun pense ce qu'il veut, on est en démocratie, tout va bien. Mais j'aimerais quand même apporter une petite nuance à ce qui a été dit là. Parce que je pense que c'est important de le faire. Parce que quiconque d'un peu novice prendrait ce conseil-là comme de l'eau bénite, à mon avis, il ne serait pas dans la merde. Il ne serait pas dans la mouise. Donc je répète, le copywriting, c'est la science des escrocs. Le plus important, c'est l'authenticité que la personne a au fond d'elle et pas la forme qu'elle va essayer de donner au texte, ni même la structure. Bon. Tout n'est pas acheté là-dedans, évidemment, mais moi, il y a 80% qui me dérange. Et donc, le problème pour moi justement, c'est que les marketeurs d'aujourd'hui, ils parlent justement un peu trop de eux-mêmes. Parce que c'est facile, on a les infos en live, on a son cerveau qui est rempli d'anecdotes personnelles, d'aspirations personnelles, d'envies ou d'idées qu'on a le souhait d'exploiter. Et donc on fait des suppositions. On va se dire, si moi j'ai vécu le problème de cette façon, forcément mon prospect en face, à qui j'essaye de vendre ma solution, mon produit, je pense que lui aussi a vécu le problème de cette façon. Donc je vais lui pondre une stratégie de communication basée à fond sur cette problématique-là, et je vais la décliner sur plusieurs formats et diffuser ça sur plusieurs semaines. Et là on est parti pour s'engouffrer dans une voie qui est peut-être sans issue. Parce que la réalité d'une personne n'est pas la réalité d'une autre personne. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un reportage ou lu un article sur la complexité du cerveau humain, c'est super intéressant. En fait, le cerveau humain, avec toutes ses connexions électriques, c'est le réseau d'autoroute le plus incroyable au monde. Il n'y a aucun ingénieur sur Terre qui a parvenu à faire un truc aussi complexe que le cerveau. De par sa structure, je parle. Je parle même pas encore de la fonction électrique, des fonctions émotionnelles, etc. Je parle juste de la structure, comment il est structuré à l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'on dit que la vie de couple, c'est un challenge. Parce que deux personnes qui cohabitent une vie entière avec des cerveaux, chacun son cerveau réel, ben, il faut beaucoup de courage à ces deux personnes pour cohabiter. Parce que déjà un cerveau, c'est archi compliqué de faire fonctionner un cerveau, mais alors deux cerveaux, de les mettre en phase, etc., de les faire fonctionner, de les faire travailler, de les faire collaborer, c'est archi compliqué. Donc c'est une mission quasi, je dis bien quasi impossible. Maintenant, on va embrayer avec le copywriting. Un cerveau qui va communiquer avec des milliers de cerveaux cette fois-ci. Est-ce que vous croyez vraiment que si le cerveau de départ, on va appeler ça le cerveau de départ, c'est-à-dire le cerveau qui donne la communication, entre guillemets le copywriter, si le cerveau de départ reste uniquement calé sur sa propre complexité et qu'il ne parle pour ainsi dire que le langage de sa propre complexité, avec ses histoires à lui,
ses émotions à lui, ses anecdotes à lui, ses ressentis à lui. Avec quel facteur de succès va-t-il réussir à convaincre les autres, ceux qui l'écoutent? Bon courage. Par conséquent, et c'est là où ça devient intéressant, je pense, pour nous, c'est que si vous ne connaissez pas les histoires qui font souffrir votre marché et les situations honteuses qui font rougir vos prospects, les pincements au cœur, les cœurs psychologiques, etc., si vous ne savez pas exactement à quel endroit votre prospect cache une blessure qui a du mal à se refermer, avant même de capitaliser sur votre petite histoire à vous, avant même de réviser vos petites histoires personnelles, de parler de vos histoires, de vos plaies, de vos blessures, etc., aussi authentiques, touchantes ou frissonnantes, ou ce que vous voulez, soit-elles. Mais comment voulez-vous convaincre toutes ces personnes qui sont sur votre liste de prendre l'action X ou Y? En fait, pour moi, le premier problème, quand on expose les choses de cette façon, je rappelle donc ce qu'a dit ce consultant, donc ce qui est important avant tout, c'est l'authenticité qu'on a au fond. Donc ce qui pose problème, c'est que le socle du copywriter, et je parle pas ici d'un petit socle du rien du tout, je parle de fondations qui sont creusées à 3 km sous terre. Mais c'est pas ce qu'il a au fond de lui, le socle. C'est ce que chacun de ses prospects a au fond de lui, le véritable socle. Un petit exemple. Il y a quelques mois, je rédige un titre pour une page de capture pour un client. Je remets mon texte, le client est content, le client approuve, c'est top, tout va bien. Puis il rencontre un autre marketeur qui trempe lui aussi quelques orteils dans le projet, on va dire. Et mon texte, ma page de capture, elle sort à un moment sur la table. Ils sont dans une conversation ensemble à deux, moi je ne suis pas là. Ils sont deux, je sais tout ça parce que c'est mon client qui me le rapporte par après. Bref, mon texte sort sur la table, pardon, et le marketeur conseille à mon client de revoir le titre, qui est soi-disant trop mou et ne reflète pas assez la caractéristique primordiale du service. Alors ce marketeur se met à proposer d'autres titres. Mais ces titres sont uniquement des titres, je dis pas qu'ils sont mauvais, parce que je sais que je les ai entendus de vive voix. Pardon. Mais finalement, ce qu'ils font, ces titres, c'est qu'ils ne font plaisir qu'à mon client. Mais ils ne produiraient aucun résultat en live. Parce qu'ils ne reflètent en rien la sophistication du marché. Dans la thématique de mon client. Donc mon client me raconte tout ça, je lui explique que c'est probablement un titre qui lui plaît, un titre qui probablement lui flatte son ego. Mais tout le monde adore ça, Mais c'est pas un titre qui va parler à ses prospects. Alors ensuite, on est repassé sur mon titre. Alors pourquoi je vous dis ça? Pas par fierté déplacée ou autre, mais c'est pour vous illustrer combien il est dangereux d'aller chercher au fond de soi, nous qui sommes des petites créatures égocentriques, ce qu'il faut pour convaincre quelqu'un. Après, on a aussi la question de la structure et de la technique qui est abordée dans ce bref passage. Et là-dessus, je suis d'accord. Ça passe complètement au second plan. Mais ça passe au second plan, non pas pour laisser l'authenticité personnelle au premier plan, mais bien pour laisser passer la réalité du terrain au premier plan. Ceci dit, pour quelqu'un qui débute, c'est important de connaître des structures et les techniques. D'ailleurs, si vous avez acheté une formation quelque part, il y a un test très sympa à faire. Si en parcourant la formation ou l'e-book ou je ne sais quel support vous êtes procuré, si en parcourant le contenu, en fait, vous êtes frustré à l'idée de ne lire que des conseils qui sont de l'ordre du principe fondamental par opposition aux petites techniques de commando pour faire plus, pour avoir plus sur un petit coup, placé à droite ou à gauche, si vous êtes frustré, si vous préférez les techniques, c'est que vous êtes encore un peu trop débutant. Votre niveau de frustration est proportionnel à votre degré d'expertise.
Pourquoi ? Parce que c'est normal, un débutant a besoin d'une feuille de route, d'indications claires et précises, pour mettre les éléments dans le bon ordre et assurer que l'autoroute soit complètement lisse pour tout l'apprentissage qui vient derrière. Il y a aussi un côté plaisir. On prend plus de plaisir, c'est vrai, au début, à jouer avec les techniques. Donc on en a besoin pour stimuler un petit peu l'envie d'apprendre. C'est important de passer un peu de temps avec la technique. Maintenant, c'est sûr que au bout d'un moment, il faut évoluer. Et il faut accorder de moins en moins d'importance à la technique et aux structures et aller de plus en plus vers les principes fondamentaux. Moi, j'ai pas de honte à le dire, regardez. Au début, je lisais des bouquins de copywriting pour apprendre les formules AIDA, donc attention, intérêt, désir, action, ou PAISA, donc problème, agitation du problème, invalidation des concurrents, solution, action, etc. Les formules de titre, donc les structures, les tournures de phrases, comment expliquer une garantie, comment rédiger un lead, etc. Et finalement, tout ça, ça m'a forgé. Alors oui, bien sûr, à côté, j'apprends aussi les fondamentaux, parce que sans les fondamentaux, on fait rien. Ils sont bien au-dessus des petites tactiques et des petites techniques. Mais c'est là où je prenais le plus de plaisir. C'était avec les techniques. Et donc, c'était comme un moteur pour moi. Et ça a été important de les apprendre. Aujourd'hui, par contre, c'est le contraire. Déjà parce que c'est devenu assez rare que je tombe sur une technique assez bien expliquée ou assez pointue pour que je sois en admiration. Waouh! Mais aujourd'hui, ce qui me pousse encore à apprendre, c'est de comprendre comment les meilleurs ont suivi tel ou tel principe pour accomplir des résultats. Et finalement, sur ce grand thème-là, il y aurait encore une chose à dire, c'est la question du branding. Alors, parler de soi. Parler de soi, il faut pouvoir le faire dans une page de vente ou dans un email. Parce que c'est un point qui va être crucial au bout d'un moment. C'est de justifier le vendeur. Et face à ça, il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont à l'aise de se mettre en avant et ceux qui ne le sont pas. Et là-dessus, je vais rejoindre le consultant dont je parlais au début de cet épisode en disant que l'authenticité est importante. Mais elle ne fait pas tout. À mon avis, et c'est une démarche de branding qui est utilisée à tout va par un très grand nombre de personnalités publiques, de Macron à Trump, en passant par toute une flopée de chefs d'État, en passant par la moitié des acteurs d'Hollywood, des chanteurs, des artistes connus, etc., etc. Et c'est de savoir pousser de quelques centimètres ses qualités sans chercher à repousser ses défauts. Sans chercher à masquer les défauts. Parce que les défauts aussi doivent être poussés de quelques centimètres. Poussés en avant, mis en exergue. Et on n'est pas dans une démarche de mensonge. On ne va pas se rendre plus généreux ou plus arrogant qu'on ne l'est. Mais je pense que pour parler de soi efficacement, il faut pouvoir appuyer correctement sur ces deux zones-là à la fois. Il faut être capable de lister ses qualités, ses défauts, choisir les qualités et les défauts qui sont cohérents, bien entendu, avec ce que vous avez à offrir et avec le public avec qui vous communiquez, ça va de soi. Et une fois que vous les aurez listés et que vous aurez sélectionné celles qui sont les plus propices à ce que vous faites, savoir en jouer un petit peu. D'ailleurs, si vous regardez les communicateurs les plus persuasifs, les grands orateurs, les grands hommes qui ont marqué leur passage sur Terre avec des grands discours, qui ont influencé des masses, etc., c'est ceux à qui on a fait étrangement et rapidement confiance. Bizarrement, il y a un truc qui se passe, c'est qu'on leur fait très vite confiance. Et ce sont des communicateurs qui mettent très vite leurs qualités et leurs défauts au premier plan. Ils n'hésitent pas à afficher directement leurs défauts. Voilà, donc en conclusion, sur le copywriting ici, pour moi c'est la science des héros. Parce qu'un copywriter efficace, il peut redonner espoir à une personne au fond du trou, il peut sauver la vie d'une personne, il peut aider une personne à retrouver sa confiance en elle, il peut améliorer la vie de milliers de personnes. Voilà, c'est la science des héros. Et vous qui êtes là de l'autre côté à écouter ce que je raconte ou pas, et que vous décidez d'embrasser une carrière de copywriter ou juste d'apprendre ce qu'il faut pour vendre votre produit ou service, c'est pareil. Des bonnes compétences en copywriting peuvent vous permettre en fait de gagner de l'argent, parce que plus vous êtes proche de la vente et plus vous pouvez en gagner dans le tunnel, on va dire, dans le tunnel de la vente.
Mais vous pouvez aussi également faire du bien autour de vous. Voilà, donc le 4e épisode est bouclé. Et si vous avez aimé ce contenu et que vous avez envie, vous n'êtes pas obligé bien sûr, mais si vous avez envie d'agiter le drapeau de l'école du biz devant les gens que ça pourrait intéresser, je vous propose de leur envoyer un petit mail ou un petit post sur les réseaux sociaux avec le lien de la page de podcast de l'école du biz. Donc c'est le www.écoledubiz avec un K, B-I-Z à la fin, écoledubiz.com/podcast. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans le prochain épisode.